Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique Nord-Pas-de-Calais, une émission enregistrée vendredi dans les conditions du direct. Émission spéciale de 52 minutes aujourd'hui consacrée aux législatives avec une première partie de débat entre les représentants des différents partis. Avec nous par ordre alphabétique, Hugo Bernalicis de la France Insoumise et la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Bonjour. Bruno Clavet du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Pierre-Henri Dumont des Républicains. Bonjour. Bonjour. Martine Filleul du Parti Socialiste. Bonjour. Et Violette Spilbout de La République En Marche, désormais Renaissance. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Les législatives auront donc lieu les 12 et 19 juin. Avant d'ouvrir ce débat et de parler des enjeux dans le Nord-Pas-de-Calais, faisons un peu de pédagogie avec ce rappel préparé par Laura Lévy. Les législatives servent à élire les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale durant 5 ans, sauf dissolution. Ils sont 21 dans le Nord, 12 dans le Pas-de-Calais. L'élection se fait par circonscription. Pour être élu dès le premier tour, il faut réunir 2 conditions. Recueillir 50% des voix exprimées et au moins 25% des voix des inscrits. Si un second tour est nécessaire, sont qualifiés les candidats qui ont obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits sur les listes. Plus l'abstention est forte, plus l'hypothèse de triangulaire voire de quadrangulaire devient faible. Si la barre des 12,5% n'est pas franchie, seuls les 2 premiers candidats sont qualifiés pour le second tour et là, le plus fort l'emporte et devient député. Pour ces législatives, à chaque parti sa stratégie. Être la première force d'opposition ou obtenir la majorité pour former un gouvernement. L'union de la gauche LFI, ELV, PC, PS vient d'être confirmée. Hugo Bernalicis, pourquoi vous considérez qu'il s'agit finalement du 3e tour de la présidentielle ? Eh bien parce que quand vous regardez les voix que nous avons obtenues respectivement et quand nous nous regroupons dans ce bloc populaire, la nouvelle Union populaire, nous avons un nombre de voix équivalent au bloc que représente LREM, LR et au bloc que représente le RN et les candidats d'Éric Zemmour. Donc si eux sont divisés, et c'est le cas, ils le sont, et que nous sommes rassemblés, alors oui, en réalité, nous pouvons gouverner ce pays. Et donc il s'agit d'un 3e tour de l'élection présidentielle. Ceux qui n'ont pas aimé la finale du premier tour, et il y en a un paquet dans le pays, de ce 2e tour Macron-Le Pen, finalement peuvent se rattraper avec ces élections législatives pour faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Ça, c'était pas possible à la présidentielle, cette union. Vous avez constaté que non, ce n'était pas possible, puisque ça n'a pas été le cas. Mais fort du rapport de force issu de l'élection présidentielle, la responsabilité qui était la nôtre avec les 22% qu'a obtenu Jean-Luc Mélenchon était de proposer ce rassemblement. Parce qu'on ne peut pas laisser Emmanuel Macron faire la retraite à 65 ans, laisser Emmanuel Macron faire le travail forcé pour les allocataires du RSA pour 15 ou 20 heures, enfin toutes ces choses-là. Quand on a été électeur de nos formations politiques au premier tour de l'élection présidentielle, alors oui, il faut se retrousser les manches, c'est gagnable, c'est faisable parce que nous sommes unis et parce que nous avons un programme de rupture avec le candidat Emmanuel Macron. Donc je le dis, ceux qui veulent faire barrage à Emmanuel Macron lors de ces 3e tours, ils ont le bulletin de vote de la nouvelle Union populaire. Justement, Violette Spilbout, pour vous, c'est un 3e tour ou une nouvelle élection qui commence? Pour moi, c'est une nouvelle élection, une élection où l'enjeu est important, effectivement, parce qu'il faut que nous puissions donner une majorité parlementaire au président de la République qui a été réélu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, on a vécu une respiration démocratique extrêmement importante pour le pays, qui s'est faite effectivement dans des conditions difficiles, qui nous rend tous humbles par rapport aux défis du prochain quinquennat, mais qui, en même temps, a donné réellement une majorité à Emmanuel Macron. D'abord, 28% au premier tour. C'est un vote où il y a beaucoup eu de votes d'adhésion, bien plus important que ceux qui pourraient faire un procès en illégitimité à ce résultat d'Emmanuel Macron. Et puis un second tour où on a une victoire qui est large. Donc on a aujourd'hui un président de la République qui est prêt à assumer aussi les résultats de cette élection présidentielle, à tendre la main. Il le fait déjà aujourd'hui à un certain nombre de personnes qui ne se retrouvent pas ni dans l'extrême gauche ni dans l'extrême droite. Et nous aurons un débat d'idées. Moi, c'est ce que je souhaite pour cette élection législative. Bruno Clavet, au niveau du Rassemblement national, c'est aussi un 3e tour. Quelles sont les ambitions pour ces législatives ? Pour nous, c'est simplement une nouvelle élection. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que finalement, la première force d'opposition du pays est aujourd'hui le Rassemblement national, conduit par Marine Le Pen. Alors j'entends bien que la gauche tente de rassembler, mais en fait, vous n'êtes pas l'opposition, vous êtes simplement tous ceux qui ont appelé
à faire élire Emmanuel Macron. Et vous êtes un peu le cocktail Molotov de la vie politique avec tout ce que vous représentez individuellement. Vous avez la France insoumise, qu'on peut quasiment appeler la France islamiste. Vous avez les Verts, qui sont cette anti-France contre les sapins de Noël, contre toutes les traditions françaises. Vous avez le PS, excusez-moi, qui est quasiment plus un parti et encore moins socialiste. Et évidemment, les communistes qui défendent plus leurs intérêts que ceux des ouvriers aujourd'hui. Donc moi, je pense que vous êtes un danger pour la France et il faut éviter de donner tous les pouvoirs aujourd'hui à Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi nous devons avoir une majorité RN à l'Assemblée nationale. Martine Filleul, vous souhaitez réagir? Vous n'êtes plus un parti aujourd'hui? Nous sommes toujours un parti. Ce n'est pas parce que nous avons fait un accord qui rassemble les forces de gauche que nous n'avons pas notre indépendance, notre autonomie. Et à l'Assemblée nationale, nous défendrons les réformes qui nous correspondent. Et donc, notre accord électoral avec la France insoumise ne gomme en rien notre identité. Vous êtes satisfaite de cet accord? Cet accord, il fallait le faire. C'est indispensable pour être efficace dans la lutte contre le Rassemblement national et les éventuels candidats, et puis également pour combattre la politique libérale de la République en marche, enfin la Renaissance maintenant. Mais je dois le dire clairement, je garde une certaine amertume par rapport à la manière dont cet accord s'est noué, aux dépens parfois d'un certain nombre de nos sortants, comme dans la 15e à Paris, et aux dépens parfois de la prise en compte d'un certain nombre de réalités territoriales, comme dans la 13e circonscription du Nord. Alors, je le dis, donc, nous avons un accord. Moi, je le respecterai, mais ce n'est qu'un accord électoral et sans doute qui ne vaudra que pour ces élections législatives. Après, nous reprendrons notre autonomie et notre vie à l'Assemblée nationale. Et s'il y a des dissidents, vous les soutiendrez? Moi, je respecte toujours la règle de mon parti. Et il a voté hier soir, comme vous le savez. Pierre-Henri Dumont, vous, votre parti est aussi finalement tenté de rejoindre Emmanuel Macron pour une partie. Il y a certains députés qui ont fait des signes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez cette fissure au sein de LR? Absolument pas. Enfin, pardon, mais les derniers chiffres qui sont sortis par la presse, c'est 2 députés sur un groupe de 100. Bon, ça veut rien dire. C'est des débauchages. Pas le cas au départ. Hein. Pardon, mais c'est la réalité. Il ne faut pas voir les intentions, il faut voir la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui marche sur Emmanuel Macron parce que nous avons été très clairs. C'est ni Macron ni Le Pen. Nous sommes dans une voie indépendante. Mais vous savez ce qui vient d'être dit là par l'ensemble des représentants des différents partis politiques, c'est aussi le symptôme de ce que les Français ne veulent plus. C'est des politiques aériennes. On a un accord qui s'est fait pendant une semaine, la nuit, avec les chaînes d'infos en continu, qui filmaient des grilles d'un parti politique, des accords un peu cachés, avec un parti, la France insoumise, qui n'a aucune démocratie interne. Personne n'a nommé ou élu les différentes leaders de ce parti. Et puis on a ici des représentants qui n'ont qu'un seul but, qui est de faire élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et là, on a entendu. Le seul but, c'est quoi? C'est d'avoir une opposition forte que pour Marine Le Pen. Et vous, votre but? Et là, on entend quoi? C'est donner une majorité au président de la République. Bien sûr. Et moi, vous savez, moi, je suis député depuis 5 ans. Et je me bats tous les jours, non pas pour un leader de parti, non pas pour faire plaisir à tel ou tel chef, mais je me bats que pour une seule personne, c'est l'ensemble de mes concitoyens. Non plus. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que les Républicains, c'est le seul parti ici présent sur l'ensemble du spectre politique qui vont se battre avec l'ensemble de nos candidats indépendants, 577 candidats dans toutes les circonscriptions, pour les seuls habitants du territoire. Y compris dans la 10e, les seuls à les défendre, ce seront les candidats, les Républicains, comme on le fait, au-delà des contingences de politique aérie qui sont là juste pour plaire à leur chef et non pas pour faire le bien autour d'eux pour leurs concitoyens. Un candidat dans chaque circonscription, y compris dans la 10e du Nord. Bien sûr, c'est très clair. Il y a un candidat qui s'appelle Gérald Darmanin, qui est le candidat de la majorité de La République En Marche Renaissance maintenant, et la personne que nous avions investie au début a semblé vouloir lui tendre la main. Il est hors de question que nous n'ayons pas un candidat contre Gérald Darmanin, et nous mettrons un candidat contre Gérald Darmanin, parce que la réalité, c'est que nous nous opposons à Emmanuel Macron, nous nous opposons à son bilan qui est particulièrement mauvais, et nous nous opposons à son programme parce qu'il a changé 3 fois. Voilà pour la stratégie politique. Mais que pensent les électeurs? Se sont-ils concernés par les législatives? Vont-ils aller voter? On écoute leur ressenti recueilli à Douai et Lille par Ophélie Mazur et Frédéric Gilté. Jour de marché dans la 17e circonscription du Nord, une circonscription qui peine à mobiliser depuis quelques années. 28,46% des inscrits ne se sont pas déplacés aux urnes à la dernière présidentielle, plus de 59% aux législatives de 2017. Alors, pourquoi ce désintérêt? Les électeurs, qu'attendent-ils de leurs députés? Par quoi sont-ils préoccupés? On pose la question à Douai.
Bonjour, bonjour, je fais tous les rayons du marché. Bonjour madame. Il y a une législative qui arrive. Est-ce que vous pensez aller voter ou pas? Ah bien sûr, je vais toujours voter, à chaque élection. Que ce soit européenne, municipale, tout, cantonale, toujours. Moi personnellement, j'irai pas voter. Le présidentiel, j'ai voté, mais voilà, c'est tout. Après, je laisse les autres décider. Et puis, de toute façon, ça sera pareil, il n'y a rien qui changera. Vous pensez aller voter? Je sais pas encore. Oh, je sais pas, moi, je sais pas. Je ne parle pas de politique. Et la politique, moi, je vote toujours à peu près le même. Alors, je ne dis pas ce que je vote, mais voilà. Vous êtes infidèle? Oui, voilà. Et en ce moment, avec le paysage politique qui se redessine, c'est pas un petit peu difficile de choisir? Ah bah oui, là ils nous embourbent, hein, en parlant français. Maintenant, il y a des coalitions qui se créent, des trucs comme ça, c'est que de la magouille. Donc voilà, de toute façon, il n'y a rien qui changera. Et sur les questions d'environnement, de pouvoir d'achat, un député, il peut pas faire bouger les lignes? Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Les députés précédents, ils l'ont pas fait, donc je vois pas pourquoi. Ils n'ont pas une cape, hein, donc... Qu'attendez-vous d'un député? D'être sur le terrain, déjà, et d'être présent à l'Assemblée. Ça, ce serait une très bonne chose. Ce que je crains énormément dans notre société actuellement, c'est sa radicalité. Énormément de positions inamovibles, pas de dialogue. Quels que soient les bords, je ne suis pas engagé particulièrement dans un bord d'ailleurs. En fait, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'échange. Vous n'avez que des blocs. Changement de décor pour nous intéresser au vote de la jeunesse. Nous sommes à la faculté campus Pont-de-Bois de Villeneuve-d'Ascq. Plus de 40% des 18-24 ans n'ont pas voté à la présidentielle. Des étudiants, vous allez l'entendre, pas toujours convaincus. Ça fait pas sens chez moi, je vais pas aller voter par défaut, puisque je me suis pas intéressé à la question. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voter malheureusement et qui n'ont absolument aucune idée sur la question. Parce que je pense que là, c'est vraiment le moment où il faut aller voter. Est-ce que vous allez voter en accord avec le vote à la présidentielle ou est-ce que vous allez vouloir autre chose? Non, je vais pas voter. Enfin, pour le premier tour, oui, du coup, en accord avec le premier tour, mais pas avec le second. Quel est le rôle du député? Du coup, pour moi, le rôle du député, c'est déjà de pouvoir défendre les lois et de permettre à ce qu'une loi dans laquelle la majorité ne se reconnaît pas puisse être un peu contrée, de pouvoir un peu la discuter. C'est aussi permettre de rappeler toute la diversité de la France. Moi, je pense que c'est le rôle principal du député. C'est une sorte de relais entre vraiment l'État, vraiment l'État dans le grand nom de l'État, et un peu nous ce qu'on peut vivre. Un peu une sorte de médiateur entre le local et le national, quoi. C'est un peu votre aide? Pas vraiment, moi. C'est Lénine qui dit dans l'État et la Révolution, il dit le système parlementaire, c'est des petits chiens d'appartement. Parce qu'ils aboient, il n'y a rien de constructif qui sort, c'est juste de la parlotte. Donc moi je trouve ça intéressant, dire que notre système parlementaire est défaillant. C'est quand même l'élection, on va dire, la plus démocratique, entre guillemets, qu'on a sous notre République. Parce que le mandat présidentiel, c'est un homme, il ne peut pas comprendre la réalité d'environ 70 millions de Français. Alors par exemple, un député, en dehors de certains députés qui sont parachutés dans les circonscriptions, quelqu'un qui est plus là dans une base, dans un territoire qui est donné et qui peut le comprendre. Voilà des électeurs qui débattent, d'autres qui sont parfois perdus. Dans un monde politique qui bouge et qui bouge très vite en ce moment, il reste 5 semaines avant le premier tour des législatives, 5 semaines pour se décider. On vient d'entendre ces électeurs qui réclament notamment plus de dialogue à l'Assemblée nationale. Est-ce que si Emmanuel Macron remporte la majorité, il y aura justement ce dialogue envers les autres partis ? Oui, d'abord pour une simple raison, c'est que lui, Emmanuel Macron, comme beaucoup de personnalités de notre mouvement Ensemble Majorité Présidentielle, se sont exprimés très clairement pour le fait que l'ensemble des groupes puissent être représentés. Vous savez qu'il faut 15 parlementaires pour faire un groupe, et nous souhaitons effectivement que les Français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron puissent exprimer leur voix à travers des députés, ceux qui seront élus le 12 et 19 juin prochain. Alors revenons aux questions de fond. Demain, vous députés, quel projet vous allez défendre, notamment sur le pouvoir d'achat? Le premier levier, c'est augmenter les revenus. Quelles sont vos propositions?
Ça sera les premières mesures effectivement qui vont être soumises au Parlement, j'en suis certaine, parce que eh bien, à chaque fois qu'on est sur le terrain, nous tous, quels que soient nos mouvements politiques, on entend parler de la question du pouvoir d'achat. Il y a un bilan qui est tout à fait réel avec une augmentation du pouvoir d'achat, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise... Ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine et l'impact que ça a sur les prix de l'alimentation, sur les prix des matières premières, tout le monde nous en parle aujourd'hui, que ce soit les consommateurs ou les entrepreneurs. Donc la première mesure qui sera prise au-delà des baisses d'impôts qui sont déjà dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est par exemple l'accès à la voiture électrique. C'est un sujet qui est extrêmement simple à la fois à mettre en œuvre et à aider, pour aider les consommateurs à changer leur véhicule au moindre coût. Un véhicule électrique à 100 € par mois en location, ça aujourd'hui c'était réservé à des catégories plus aisées. Demain, ça sera accessible à des personnes qui ont moins de moyens. Ça vous fait réagir, Hugo Bernalicis? Oui, mais c'était absolument n'importe quoi sur la question du pouvoir d'achat, puisque quand vous regardez les statistiques du quinquennat d'Emmanuel Macron, effectivement, globalement, quand vous prenez l'ensemble de la France, le pouvoir d'achat a augmenté. 330 €. Quand vous regardez un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Les plus pauvres de ce pays se sont appauvris et les très riches se sont encore plus enrichis. Nous avons aujourd'hui 5 fortunes françaises qui détiennent autant que 27 millions de Françaises et de Français. Ça, c'est votre bilan politique. C'est le bilan du président des riches. Assumez-le. Vous avez gouverné pour les riches. Qu'est-ce que vous faites si demain, justement, vous êtes Premier ministre demain? Valider vos chiffres. Par contre, juste je vous demande pas de valider le débat sur le pouvoir d'achat et sur la pauvreté, il est réel de toute façon. Qu'on soit de droite ou de gauche, c'est pas Emmanuel Macron qui avait dit 0 personne à la rue. C'est Emmanuel Macron ou pas qui a dit 0 personne à la rue du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a défendu? On est tous d'accord pour dire qu'on n'y est pas. Pas qu'on nous entende ici dans le débat. Donc. Alors juste sur vos propositions. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui s'est engagé pour avoir 0 personne à la rue en Emmanuel France? Macron, il s'est engagé à augmenter le pouvoir d'achat. Il a augmenté de 5% pour les plus pauvres, de 3,5% pour les plus aisés. Ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine fait qu'il y a une inflation extrêmement forte. C'est pour ça qu'il propose d'indexer les retraites déjà au mois de juillet. On va revenir sur les propositions, si vous voulez bien. Hugo Bernalicis. C'est bloquer les prix. Hugo Bernalicis. Vous ne voulez pas bloquer les prix. Il y a eu le bouclier énergétique, c'est déjà une action concrète. Alors justement, pas de blocage des prix. Votre proposition, s'il vous plaît, donc c'est le blocage des prix. Qui est prévu par l'article 410-2 du Code du commerce, qui est activable. Emmanuel Macron l'a fait d'ailleurs pour les masques et le gel hydroalcoolique. Et là, il ne saurait pas le faire pour le carburant, pour l'électricité ou pour le gaz. Pour le carburant, vous avez très bien vu les mesures concrètes. Est-ce que je peux être malhonnête aussi? Les 18 centimes à la pompe, c'est du réel. Oui, qui les paye les 18 centimes? Les 18 centimes à la pompe, c'est une dépense en moins. Le carburant a beaucoup augmenté. Il continue d'augmenter. Je réponds à la question que je pose parce que vous ne savez pas répondre. C'est les Français qui vont se payer la réduction de 18 centimes. Quand on bloque les prix, qui paye? Qui paierait si on bloquait les prix? C'est très agressif. Oui, parce que vous savez pourquoi je suis agressif? Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui, au début du mois, on va laisser la parole aussi aux autres. Et donc, on en est arrivé là. On a aujourd'hui blocage des prix. On va passer à Bruno Clavet. Marine Le Pen avait justement fait son credo sur le pouvoir d'achat durant cette présidentielle. Quelles sont les propositions? Les propositions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire évidemment baisser la TVA à 5,5, souvent sur l'électricité, le carburant, l'énergie. C'était évidemment le but, c'est de rendre de 150 à 200 € de pouvoir d'achat aux Français. Et évidemment, je vais dire que je suis d'accord avec vous et en désaccord. Les extrêmes sont d'accord entre elles. Non, mais surtout quand vous dites des bêtises et que vous mentez, moi je suis d'accord avec ça parce que évidemment, lorsqu'on est sur le terrain, je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur le terrain, mais quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte évidemment que le pouvoir d'achat des Français a diminué. Allez voir les Français, ils vont vous dire combien ils galèrent tous les mois. Et on revient sur les propositions pour payer les factures. Nous, ce qu'on propose pour le pouvoir d'achat, c'est évidemment cette baisse-là. On propose également de créer un panier de produits de première nécessité. Et d'ailleurs, il me semble que Édouard Leclerc vient de faire cette proposition-là dans ses supermarchés, c'est-à-dire un panier, une sélection de produits sur lesquels, évidemment, la TVA va être réduite ou, en tout cas, supprimée. Il y a également la suppression de la redevance télé aussi, qui est pour moi aujourd'hui un racket. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est proposé aussi par Emmanuel Macron. Non, qu'ils ont repris une fois qu'on l'a proposé. On l'a proposé parce que, évidemment, qui est déjà effective aujourd'hui. Évidemment, le programme d'Emmanuel Macron n'avait absolument rien à proposer dans cette campagne-là. C'était un projet politique totalement vide. Et vous avez attendu que vos adversaires fassent des idées pour les piquer à droite à gauche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Désolé de le dire, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la question de la suppression de la redevance télé. Donc, évidemment, notre but, c'est de rendre, je le répète, de 150 à 200 € de pouvoir d'achat. Mais au-delà de ça, vous, aujourd'hui, vous faites semblant de vous opposer à la représentante de la majorité. Mais qui a appelé? J'ai pas fait semblant pendant 5 ans, moi. Mais qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron
au soir du second tour. Je crois que vous l'aviez déjà dit il y a quelques secondes. Non. Pas nous, toujours pas. Ah bon, Jean-Luc Mélenchon n'a pas demandé est-ce qu'aucune voix aille à Madame Le Pen? Ah non, on l'a suffisamment reproché. Vous le savez, et vous le savez très bien. On va pas refaire la présidentielle. Donc, vous le savez très bien. On va passer. S'il vous plaît, vous valez mieux que ça. Je pense que ce genre de réduction ad litterum n'est pas de votre niveau. Moi, je vous parle aujourd'hui. Non, je vous parle aujourd'hui. Vous êtes fasciste, c'est votre problème. Non, bien sûr, vous avez le droit d'être bête aussi, c'est pareil. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron et il faut assumer. Il faut assumer. On va rester un peu poli et on va arrêter, on va clore ce débat. Je pense que les téléspectateurs ont besoin de fond et on va revenir à l'emploi, s'il vous plaît. On va revenir à l'emploi. Alors juste en 2 mots, vos propositions sur le pouvoir d'achat. On va en parler également, mais une des propositions justement, c'est l'emploi. L'emploi, c'est une manière également de faire augmenter le pouvoir d'achat, notamment pour les personnes qui sont au chômage. Donc je voudrais entendre vos propositions justement sur ce sujet. Écoutez, c'est facile. Nous, ce qu'on désire faire, c'est mettre un terme à la politique d'échec et de l'échec d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. Le chômage au plus bas depuis 15 ans, l'échec. Mais non, mais c'est facile. Vraiment, comparer avec l'ensemble. Je peux parler ? Allez-y, je vous en prie. Merci. Comparé avec l'ensemble des pays européens, et vous verrez que la phase de reprise de croissance de la France, c'est le 26e pays sur 27. Donc il faut savoir se comparer. Et quand on se compare, on s'aperçoit que la politique menée par Emmanuel Macron depuis 10 ans, parce qu'il est au pouvoir depuis 10 ans, il était secrétaire général adjoint en charge de l'économie de François Hollande, puis ministre de l'économie, est une politique qui est moins bonne que dans les autres pays européens. Et donc ce qu'on désire faire, c'est faire en sorte que le travail paye mieux. Et comment est-ce qu'on fait pour que le travail paye mieux ? C'est on baisse la CSG que vous avez augmentée de 25% en début du quinquennat. On fait en sorte de pouvoir convertir les RTT en salaire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des RTT, qui ne savent pas quoi en faire, et ça permettrait comme ça de pouvoir, avec les entrepreneurs, faire plus de pouvoir d'achat pour les salariés. On désire également pouvoir défiscaliser intégralement les heures supplémentaires, chose qui n'est pas encore faite, que vous avez refusé de faire. Vous l'avez fait partiellement. Chose qui a été très avancée pendant le quinquennat, comme la baisse des cotisations sociales. Qui avait été supprimée par Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, parce que c'était une mesure qui avait été mise en place par la droite entre 2007 et 2012. Et on va laisser la parole. Et je terminerai juste sur un point, parce rapidement. que sur cette question-là, il y a une question sur l'essence, et nous, ce qu'on désire faire, c'est arrêter d'avoir cette double taxe sur l'essence qui est sur la TVA sur des taxes déjà taxées. Et donc, plus les tarifs de l'énergie brute augmentent, plus les taxes augmentent. Et donc, on veut bloquer, en effet, les prix à 1,50 € par une baisse massive de fiscalité sur l'essence. Sur le pouvoir d'achat, je pense que le président de la République aurait dû, dès la crise des Gilets jaunes, mener une politique vigoureuse d'augmentation des salaires, ce qui ne l'a pas fait. Et donc, comment on augmente les salaires quand on est au gouvernement, concrètement ? Moi, je milite pour l'augmentation du SMIC, pour l'augmentation des salaires dans la fonction publique. Le SMIC à 1 400 €. Et également une incitation des branches à négocier pour que les salariés vivent mieux, vivent dignement de leur travail. J'ajouterai également qu'il conviendrait de mettre un coup de frein, pour ne pas dire de reconquérir de l'espace, sur les APL. Le gouvernement, depuis 2017, a diminué les APL. Il faut à nouveau les augmenter. De la même manière, il y a les minima pour les jeunes qui aujourd'hui vivent dans la précarité, dans la pauvreté pour un certain nombre d'entre eux. Le temps passe vite. Autre sujet au cœur de cette campagne, la question des retraites, un des points clivants. Alors 60, 62 ou 65 ans, quelle est la ligne rouge, Bruno Clavé ? Nous, notre principe est de pouvoir partir le plus tôt possible lorsqu'on commence tôt. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence... Combien d'annuités, du coup ? Alors, 40 annuités, c'est-à-dire de la retraite à 60 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on part de 17 à 20 ans, le but est de pouvoir partir à 60 ans. D'ailleurs, ce qui fait aujourd'hui un gain de 2 ans. Lorsqu'on commence à travailler de 20 à 24 ans et demi, évidemment, le but, c'est d'avoir un système progressif plus ou moins comme il existe aujourd'hui. Et au-delà de 24 ans et demi, c'est de pouvoir avoir 42 annuités pour bénéficier d'un taux plein. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite inciter les jeunes à la création de valeur, à créer des entreprises. On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des études très longues, mais qui n'amène pas forcément souvent à un débouché professionnel. Nous, ce qu'on veut, et ce qu'on veut faire comprendre aux Français, et qu'on a compris, c'est que lorsqu'on travaille tôt, c'est travailler plus dur, et donc vous méritez de partir plus tôt. Parce que je vous prends l'exemple d'une aide-soignante, par exemple. Lorsqu'elle va arriver à 65 ans, comme le souhaite Emmanuel Macron, comment va-t-elle faire parfois pour retourner des patients, laver des patients ? C'est inhumain, c'est inhumain. Violette Spilbout, votre réaction par rapport à ça, justement ? Le sujet de la réforme des retraites, on ne peut pas le nier. Pendant le dernier quinquennat, il a créé beaucoup de tensions. Il va falloir rassurer les Français et en même temps continuer d'affirmer le principe
de la réforme des retraites. Ce principe, c'est la préservation de l'équilibre d'un système de retraite. Et il n'y a que trois manières aujourd'hui d'équilibrer le système des retraites. Soit on baisse les pensions des retraités, ce que nous ne souhaitons pas, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la durée du travail. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a proposé une réforme sur laquelle il a indiqué être ouvert dès le début du mandat à négocier avec l'ensemble des syndicats, avec l'ensemble des parties prenantes, y compris sur la dégressivité et le timing dans lequel ça se fera. Mais il est clair que avoir déjà aujourd'hui un engagement sur l'indexation des retraites au mois de juillet, de 4 à 5% en fonction de l'inflation, avoir déjà un engagement sur le minimum retraite à 1 100 €, aujourd'hui c'est 980, ce sont déjà des engagements très clairs. Et ensuite, il va falloir travailler avec les syndicats pour que cette réforme puisse se faire, y compris sur les régimes spéciaux et en tenant compte de la pénibilité. Et vous allez la passer en force également ? Je viens de vous le dire le contraire, monsieur. Et Pierre-Henri Dumont, justement. En 9-3. En tout cas, Emmanuel Est-ce que Macron vous la s'est voterez, engagé cette à loi, puisque dialoguer. vous dites que vous serez libre? Est-ce que vous la voterez, cette loi des retraites? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce passage? Pardon, mais je ne sais pas de quelle réforme des retraites on parle. 65 ans. Mais non, excusez-moi, mais on a Emmanuel Macron qui nous dit avant le premier tour 65 ans, après pendant le second tour il nous dit quand il voit une dame qui se fait un peu longtemps 65 ans, ah oui mais ma petite dame vous avez raison, on fera peut-être 63, peut-être 64, et on a eu un 49-3, donc moi j'ai voté contre évidemment, à l'Assemblée nationale sur une réforme des retraites il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, Madame Spielbout, qui était l'inverse de ce que vous proposez aujourd'hui. Et donc la réalité c'est que sur les retraites vous savez pas, donc je peux pas vous dire sur quoi je vais voter puisque c'est même pas sur la table. Moi simplement ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 scandales dans les retraites. Le premier scandale, c'est quoi? C'est celui des retraites qui ne sont pas indexées sur l'inflation. Le deuxième scandale, c'est quoi? C'est celui des petites retraites. Des gens qui ont travaillé 42, 43, 44 annuités, qui partent à 700 € par mois de retraite. C'est souvent des femmes. C'est souvent. Je peux parler, Madame Spielbout? Ça fait à chaque fois que vous m'interrompez. Ah là là, c'est terrible ça. Engagés par le président. Je sais que vous êtes majoritaire depuis 10 ans, mais il faut savoir laisser parler les autres. Et donc, on a aujourd'hui ce scandale qui est des petites retraites à 700 € pour 42, 43, 44 annuités. Il faut mettre un terme. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est réindexer sur l'inflation automatiquement les retraites. Aucune retraite à carrière complète sous le SMIC. Mais par contre, ça nécessitera en effet de travailler plus longtemps si on ne veut pas faire baisser Hugo Bernalicis, vous tenez sur la retraite à 60 ans? Bien sûr, et pas juste pour ceux qui auraient commencé tôt, etc. Pour tout le monde, la retraite à 60 ans pour tous, ça doit être l'objectif politique qu'on doit Même s'il n'y a pas les 48 annuités? Mais oui, parce qu'il faut que vous puissiez commencer à prendre votre retraite. Parce que, effectivement, quand vous avez 62, 63, 64 ans, pour des tas de métiers, et la plupart des métiers, vous êtes plus opérationnel ou plus autant opérationnel. Et puis surtout, ça libère... C'est injuste pour les ouvriers, parce que ça veut dire qu'on fait... Ça libère... Ça veut dire que les ouvriers travaillent plus que les cadres. Alors, ça libère surtout des postes de travail sur le marché de l'emploi, pour que justement ceux qui galèrent à trouver de l'emploi puissent en trouver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez dit les 3 options, Madame Spielbout, qui étaient Et je sais pas, il y a un truc chez vous, c'est qu'il y a une des options, c'est direct, non, niette, on n'y touche pas, on la regarde même pas. Vous avez dit, on pourrait augmenter les cotisations sociales. 2 manières d'augmenter les cotisations sociales. 1, augmenter les salaires, le SMIC. Ah, ça tombe bien, ça augmente les cotisations sociales. Ce serait pas mal, ça, comme idée. Ce serait pas mal. La prime d'activité, elle est payée par le budget de l'État, d'accord? Vous savez très Donc bien ça, les tours de passe-passe budgétaires, on redonne aux gens. On est à 1450 €. Je vais pouvoir parler ou c'est trop compliqué pour vous? Vous êtes mis d'accord tous les deux. Ah, exactement. Vous arrêtez pas vous toujours. C'est un peu le jeu du débat. Donc, les temps de parole sont respectés, bien sûr. La cotisation sociale, elle est aussi augmentée quand on augmente le nombre de gens qui ont un travail. Donc, il faut créer de l'emploi dans le pays. Et pas de l'emploi précaire comme vous le faites, payé à 600, 700 € par mois avec tous les livreurs à vélo, etc. Parce que ça, effectivement, vous avez créé de l'emploi précaire. Bravo. Mais quand on considère le halo de chômage, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui sont sous le seuil de pauvreté, vous avez éteint des records. On va conclure sur les retraites. Justement, Martine Filleul, c'est un point de désaccord. Vous restez sur la retraite à 62 ans? Moi, je considère qu'il n'y a pas que l'âge dont il faut débattre. Moi, j'ai 3 sujets sur les retraites. La question des carrières longues. Il faut que ceux qui ont commencé tôt puissent partir quand ils le souhaitent ou dès qu'ils le souhaitent. La deuxième chose, les critères de pénibilité que le président Macron a supprimés et qu'avait instauré le président François Hollande, il faut les remettre à l'ordre du jour dans la réforme des retraites. Et troisième chose, les inégalités entre les hommes et les femmes. On sait que ce sont elles qui ont les plus petites retraites parce qu'elles ont des carrières hachées, parce qu'elles ont des emplois plus précaires
et dans des métiers moins bien payés. Et donc, il faut avoir vraiment cette priorité en ligne de mire de l'égalité entre les hommes et les femmes. On va parler que vous ne pouvez pas être fier du bilan d'Emmanuel Macron. On va conclure sur ce me mobilisera à l'Assemblée nationale sur ce chapitre et on va passer à l'environnement à présent. C'est une des priorités affichées par Emmanuel Macron pour son nouveau quinquennat avec la mise en place d'une planification écologique. Quelle échéance vous donnez ? Une échéance très rapide. D'abord, la nomination d'un nouveau gouvernement dans quelques jours, je pense milieu de semaine prochaine. Je ne suis pas dans les secrets, mais j'imagine, avec un Premier ministre qui aura comme priorité la planification écologique et la planification territoriale. Ça veut dire que dans tous les territoires, il y aura un plan d'action extrêmement précis, avec des financements qui seront attribués sur l'ensemble des départements pour aller plus vite, plus loin, notamment par exemple sur les énergies renouvelables, parce que le plan éolien qui a déjà été annoncé au dernier quinquennat, eh bien, il doit être boosté. On doit aider les collectivités aujourd'hui à installer des panneaux solaires, même dans notre beau département du Nord. Ça permet de créer de l'énergie renouvelable. Et puis, développer les véhicules électriques, l'aide à la consommation ou encore la rénovation thermique des logements. On voit que sur le dernier quinquennat, il y a 700 000 foyers qui ont bénéficié de cette prime qui permet d'isoler mieux ces fenêtres, de dépenser moins en consommation de gaz ou d'électricité. Eh bien ça, on veut aller plus vite et ce sera dans les premières réformes que proposera Emmanuel Macron. Si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez voter justement ces réformes ? Est-ce qu'il y a finalement un consensus sur l'écologie ? Vous voulez que je vote les réformes ? Sur l'écologie. Est-ce que je vote leurs réformes sur l'écologie qui font qu'à la fin... Au nom de l'intérêt général. Est-ce que si effectivement les réformes... condamnés par la justice pour une action climatique. Si ça change, 2 fois. S'ils votent une loi... Et quelle est pour le bien commun sur le climat ? Vous avez raté la dernière arnaque, parce que là, on vient de nous la réciter. Ma prime rénove. Ils avaient dit 700 000 logements rénovés par an. Bilan qui est fait par les instances d'évaluation, il n'y a eu que 70 000 logements complètement rénovés qui rentrent dans les critères de rénovation pour diminuer la déperdition d'énergie. Donc il y a peut-être un petit gap entre 700 000 affichés et 70 000 dans la réalité. Ces gens sont incompétents. Alors ils ont repris nos mots. C'est vrai, ils parlent de planification écologique. C'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon dès 2012, puis en 2017 et encore en 2022. Moi, ce que je propose aux gens, c'est que pour s'occuper de la planification écologique, il vaut mieux mettre des gens comme nous qui le défendons et qui savons comment faire, plutôt que des gens qui, avec François Bayrou, n'ont pas planifié grand-chose ces 2 dernières années. Mais si vous n'y êtes pas, est-ce qu'on peut admettre que sur certaines lois, il y aura... Non, parce qu'ils font n'importe quoi. Et qu'ils nous mettent en retard. Attendez, il y a le rapport du GIEC qui vient de tomber. C'est sérieux cette histoire. On nous dit, il y a 3 ans où il faut mettre le paquet, sinon on va franchir des seuils qui seront irréversibles. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit, faut qu'on aille plus vite, plus loin, etc. ou on change de paradigme ? Il faut changer de paradigme. C'est pourquoi nous avions proposé de mettre la règle verte dans la Constitution. C'est-à-dire qu'on se dise qu'on ne prend pas plus à la planète que ce qu'elle est capable de renouveler. Oui, il faut une rupture avec le système capitaliste en la matière, sinon on va droit dans le... On sait déjà par être d'accord entre vous-même et En Marche. Eh bien justement, la question du nucléaire, allons-y. Alors, si vous êtes... parlé aussi de la planification écologique quand même, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas ajouter mon mot. Mais avec sur la planification écologique, c'est vraiment un mot gadget, se donner des objectifs, mais surtout se donner des moyens. Et nous, enfin en tout cas nous, au niveau du Parti socialiste, ce qu'on propose, c'est de rétablir l'ISF qui a été supprimé pour se donner les moyens de mener à bien donc cette transition écologique, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut des moyens. Sur la transition écologique, on n'entend pas finalement beaucoup la droite. Est-ce que pour autant, au nom de l'intérêt commun, justement, vous pourriez voter une loi sur la transition écologique ? Pardon, mais qui a fait le Grenelle de l'environnement ? Quel était le gouvernement qui, le premier, a mis l'environnement sur la table ? C'est le gouvernement qui était un gouvernement de droite en 2007. Donc c'est pas vrai de dire que la droite ne s'occupe pas de la question écologique. Vous savez, pour résoudre cette difficulté qui est majeure, et en effet, on a très peu de temps pour agir, il y a 2 leviers. Il y a le levier national et le levier international. Au niveau du levier national, nous, on pense qu'il faut mettre le paquet sur le nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie la plus propre, qu'on a vu que votre alliance est très floue sur le nucléaire. Moi, je suis désolé, mais Madame Dely voulait fermer le nucléaire, en particulier à Gravelines, qui touche ma circonscription. C'est plusieurs milliers de familles qui vont se retrouver au chômage à cause de vous. Et vous, Madame Spielboot, vous avez commencé votre mandat avec M. Macron, qui a fermé Fessenheim, et qui après voulait fermer 14 tranches de nucléaire, dont 2 à Gravelines, et qui après change totalement de pied. Et ça, c'est au niveau national. Et après, au niveau international, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire qu'on surtaxe à mort
tout ce qui arrive et qui ne respecte pas les normes européennes de production. Et par exemple, on arrête d'importer des produits qui ne respectent pas nos propres normes. Je pense en particulier au CETA que vous avez fait passer en force, malgré le fait qu'il y avait une forte opposition à l'Assemblée nationale, et que vous continuez d'importer des produits qui ne sont pas tolérés en France. Et c'est ça qu'on va mettre à terme. Bruno Clavet, justement, le Rassemblement national, c'est pareil, on n'entend pas beaucoup finalement sur l'écologie, sur le nucléaire. Allez-y, dites-nous la position. Vous savez que nous, on ne compte pas fermer de centrales et on compte même en construire. Et d'ailleurs, on notera évidemment que vous êtes prêts à toutes les compromissions pour... sur vos positions pour sauver vos places au sein de l'Assemblée nationale. C'est un faux débat. Vos premiers réacteurs, ils seront sortis de mais au-delà de ça, d'ici là, on sera sous l'eau. Réveillez-vous. Rapport du GIEC, 3 ans. Très bien. Excusez-moi. On vous a laissé parler. Néanmoins, sur l'urgence climatique, parce que l'urgence climatique ne se résume pas seulement à la sortie du nucléaire ou au maintien dans le nucléaire. C'est tout un modèle entier qu'il faut revoir. Évidemment, parce qu'on est dans un monde ultra mondialisé où on fait construire à des milliers de kilomètres pour ensuite les importer. Les importations en France, c'est 50% d'émissions des gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut, c'est évidemment prôner le localisme, mettre en place aussi un patriotisme intelligent qui permettrait de taxer les produits qu'on importe pour favoriser également la production en France. Et au-delà de ça, ça permettrait quoi? Ça permettrait évidemment de créer de l'emploi, déjà. Créer de l'emploi, c'est augmenter le pouvoir d'achat, mais il faut aussi, au-delà de tout ça, moderniser l'appareil industriel, parce que tout ça, ça permettra justement de faire baisser les coûts de production. Et ça, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est un modèle entier à revoir totalement. Violette Spilbout, justement, sur ce prochain quinquennat, comment vous comptez faire, si vous avez la majorité, pour réussir à fédérer autour de votre projet écologique ? Moi, je suis convaincue que sur l'écologie, sur les 5 dernières années, sur l'écologie, déjà, il y a eu un certain nombre de projets qui ont vu le jour. Et je parle d'engagement sur le nucléaire. Je parle du 50% du bio et local dans les cantines. Je parle de la fin des plastiques. Donc oui, tout n'est pas simple parce que quand on voit dans notre région le problème de la betterave, le problème de la production industrielle qui dépend des lois que l'on va voter à l'Assemblée, effectivement, ce sont des sujets complexes et mettre tout le monde autour de la table dans la même direction, c'est pas forcément évident. Mais de mettre un Premier ministre qui aura en direct la planification écologique, c'est déjà un changement complet de fonctionnement et de gouvernance au sein du gouvernement. Avant, on avait des politiques régaliennes et puis l'écologie venait nourrir en fait ces politiques. Aujourd'hui, eh bien, ça va être l'inverse. C'est la transition écologique en premier, en prioritaire. Et là-dessus, je suis sûre qu'un certain nombre de groupes, y compris d'opposition, voteront les lois d'urgence. Il y a évidemment encore beaucoup d'autres sujets à évoquer. On y reviendra lors de cette campagne. Mais c'est la fin de ce débat. Merci à toutes et tous d'avoir respecté les règles de l'équité.